Bonjour Michel Selovkost. Bonjour Camille. Vous dirigez l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants et vous venez de publier dans le cahier 31 des entretiens Albert Kahn un panorama mondial des écosystèmes innovants qui relate votre voyage dans les écosystèmes les plus innovants de la planète et qui vous permet de faire un peu un bilan après 3 ans de travail sur cette question-là. Première question peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'origine de ce voyage donc, au sein des écosystèmes innovants, comment l'idée vous est venue, et puis nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Alors, je ne serai pas trop long sur ces premières questions parce qu'elles ont été plusieurs fois traitées dans d'autres vidéos, mais tout simplement de rappeler qu'il y a environ 4 ans maintenant, on commence à se poser la question de comment aller explorer les écosystèmes innovants de la planète, sachant que l'Université catholique de Lille a développé toute une série d'écosystèmes innovants de différents types et que la région et les entreprises locales, du coup, s'intéressent à cette question des écosystèmes innovants. Au même moment, il faut dire, dans le monde entier commence une réflexion dans ce domaine. Elle avait commencé déjà depuis 3-4 ans, mais enfin, on est vraiment aux prémices. Quand je regarde les premiers articles qui sont parus sur ce sujet, on s'aperçoit qu'il y a 4 ans, il n'y avait pas encore énormément de choses. Depuis, ça a commencé à bourgeonner. Donc c'est un sujet neuf, un sujet en même temps tendance, un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes. Et c'est pour ça qu'on se lance dans ce travail. Et effectivement, on va aller voir en 3-4 ans une vingtaine de lieux qu'on a sélectionnés à partir de différents critères. Et pour construire notre référentiel, en fait, on va aller dans les lieux qui sont réputés à partir de différents critères comme les plus innovants de la planète, en se disant qu'à partir de ces lieux, on va avoir des éléments de comparaison avec d'autres lieux, sachant que finalement, beaucoup de ces écosystèmes innovants les plus dynamiques de la planète sont tous dans l'hémisphère nord et que, effectivement, ça va être très intéressant aussi d'aller voir l'hémisphère sud, même si on rentre, c'est le cas de le dire, dans un autre monde. D'accord, donc première partie concentrée sur l'hémisphère nord, l'hémisphère sud à venir pour plus tard. Alors, sur l'hémisphère nord, du coup, quels sont les grands enseignements que vous voudriez partager avec nous, s'il y avait quelques grandes lignes à tracer sur ce que vous avez vu? Eh bien, l'enseignement majeur qui n'est pas remonté obligatoirement tout à fait au début, mais après, en allant de lieu en lieu, on s'est rendu compte que c'était une dimension qui était très forte pour que l'écosystème soit bien vivant. Et alors en plus, ça légitimait complètement notre travail de recherche. C'est en fait le fait que les écosystèmes les plus innovants de la planète s'intéressent à la planète. Ils visitent les autres endroits, ils sont extraordinairement curieux de tout ce qui se passe sur la planète et ils sont reliés. Alors, un des hauts lieux de l'innovation qui est devenu une sorte de tarte à la crème, enfin ça paraît la palissade, c'est Palo Alto, San Francisco, la Silicon Valley. En fait, quand on l'étudie de plus près, on s'aperçoit, et comparé aux autres écosystèmes, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un cliché, c'est effectivement un haut lieu d'innovation, puisque on est très loin devant tous les autres endroits. 30% de l'exit value créé sur l'ensemble de la planète par les startups, etc., se fait dans la Silicon Valley. L'exit value, peut-être? Alors, exit value, c'est tout simplement la valeur où se revend une entreprise à un moment donné, ou alors, quand elle est introduite en bourse, à quelle valeur elle est introduite en bourse. Ouais. C'est en fait le marquage que, effectivement, l'écosystème a produit ce qu'on appelle une licorne, ou en tout cas une future licorne, c'est-à-dire la valeur de l'ensemble du travail fait tel qu'il est calculé à un moment donné lorsqu'il est mis sur le marché. D'accord, donc la Silicon Valley confirme la place qu'elle a déjà dans l'imaginaire des gens, voilà, dans les faits. C'est le lieu de l'innovation aujourd'hui au niveau écosystémique. Voilà, parce que vous allez avoir le deuxième, les deux qui se battent derrière, c'est Londres et New York. Londres avait pris la deuxième place. C'est tout de même la première, c'était New York et Londres, c'est les 2 premières places financières de la planète. Donc on pourrait imaginer que tout de même,
vu l'ensemble de l'argent qui circule là, ça soit là que ça se passe. Ben non. Et New York a investi massivement des centaines de millions pour créer des incubateurs, pour essayer de reprendre la première place. Il faut voir que New York, ayant dominé l'économie mondiale pendant des années, c'était insupportable pour eux de voir la création de valeur glisser à San Francisco. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour récupérer la main, comme on dit. Mais finalement, ces efforts payent dans le sens où ils ne s'enfoncent pas complètement, mais ils restent loin derrière. On est de l'ordre de 10%, alors que la Silicon, c'est 30%. C'est 3 fois plus pour une ville qui est beaucoup plus petite que New York. Et Michel Salofkos, vous décrivez une galaxie d'écosystèmes innovants qui est finalement assez homogène dans ses pratiques et dans son idéologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? C'est-à-dire que la Silicon Valley irrigue idéologiquement et dans les modes de faire tous les autres écosystèmes innovants. Donc ça, ce serait la première question. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire si, malgré ça, il reste aujourd'hui on va dire des singularités de certains écosystèmes innovants, ou est-ce que réellement ils suivent tous un modèle très largement le même? Alors, il y a un peu les deux. C'est-à-dire que quand vous allez en Allemagne, quand vous allez au Danemark, quand vous allez en Suisse, quand vous allez à Taïwan, etc., et notamment, il faudrait revenir ultérieurement sur la Chine. On pourrait faire une vidéo spécifique sur la Chine, parce que c'est tellement vaste. Mais on a évidemment des modèles différents. Mais malgré tout, c'est là où vous avez tout à fait raison, il y a des points communs. Et les points communs, en fait, viennent du fait qu'une grande partie de la pensée stratégique contemporaine s'est construite à partir des années 1950, après-guerre, par l'émergence d'une superpuissance qui est les États-Unis. Et dans cette superpuissance, il est très clair que la ville où se construit l'idéologie, c'est Boston. Et Boston va donner les bases à travers Harvard, et la Harvard Business Review, qui est diffusée dans le monde entier, va donner les bases culturelles de la stratégie et des modes de management contemporaines. Et sur cette base vient se greffer toute une série de nouvelles approches qui vont être développées plus spécifiquement dans la Silicon Valley, ce qui fait que, bizarrement, alors que la côte Est dominait le monde, petit à petit, elle a vu apparaître la côte ouest avec une culture différente. Et on peut dire que la différence de culture, c'est que sur la côte est, c'est un système, c'est pas un écosystème, c'est un système d'innovation, c'est-à-dire des grandes entreprises qui font appel à des chercheurs dans des universités, etc. C'était la recherche telle qu'on l'a vue tout au long de la deuxième partie du XXe siècle. Et qui était dominé par les grandes entreprises, les grands laboratoires, la défense, etc. Et le modèle de la Silicon Valley est très différent, puisque ça va être le modèle des startups, c'est le modèle du venture capital, c'est le modèle aussi de l'entrepreneur, explorateur en quelque sorte de nouveaux concepts, prenant des risques, sachant que 9 sur 10 des entreprises créées disparaissent dans les années suivantes, mais qu'il en reste une et que cette une, à elle toute seule, suffit pour rembourser l'ensemble de l'argent investi sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a des effets de levier considérables qui sont permis grâce, en fait, à ce secteur spécifique qui est le digital. Parce que, effectivement, le digital permet, quand ça marche, même s'il y a beaucoup d'échecs, il suffit qu'il y ait une réussite, comme on a des effets de levier beaucoup plus importants que dans tout autre secteur, eh bien, ça donne des entreprises qui vont croître exponentiellement, qui vont dégager une valeur considérable. Regardez, par exemple, Facebook qui passe de 0 à bientôt très rapidement 100 millions, 1 milliard, et aujourd'hui, la valorisation de Facebook est colossale en très peu d'années. Donc les premiers investisseurs qui ont investi dans Facebook sont multimilliardaires aujourd'hui. D'accord. Donc vous marquez une différence entre une culture côte Est et côte Ouest de l'innovation qui serait système-écosystème.
Voilà, il y c'est aurait ça. cette espèce de... Ah oui, parce que si vous voulez, tant qu'on est dans des systèmes, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'altération par les acteurs. On est dans une machine assez mécanique qui fait que la recherche est produite dans les universités, ensuite elle est appliquée dans les grandes entreprises, les liens sont très rodés, huilés, et l'ensemble de la mécanique fonctionne un peu comme une Rolls-Royce. Alors que ce que va apporter la Silicon Valley, et en même temps ce qui apparemment va paraître une immense faiblesse, c'est que c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Mais c'est justement ces essais-erreurs et cette qualité spécifique de la Silicon Valley qui est d'intégrer le chaos, d'intégrer le chaos, le désordre, d'intégrer des irruptions d'idées très diverses qui donnent lieu à des startups sur lesquelles des business angels viennent miser 1000, 2000 dollars sur une conviction. C'est pas gagné d'avance, etc. Ça va créer une culture très, très, très particulière à la Silicon Valley. Et ce modèle que l'humanité n'avait jamais connu jusque-là, parce que l'humanité avait tendance à s'organiser, et qui est aussi une culture très particulière des gens qui partaient à l'ouest de l'Ouest, en fait. Et donc qui étaient les plus explorateurs. C'est ça qui va donner une culture très particulière, et elle aussi se répand dans le monde. Mais c'est les deux cultures, en fait, ces deux couches. D'accord, merci beaucoup Michel Salov-Coste pour toutes ces précisions. Je vous propose de continuer cette discussion dans une prochaine vidéo. Merci.